de sa propre consommation, il va a priori favoriser la consommation qui est domestique. Derrière, quand on a des systèmes économiques en France qui sont largement dépendants des ressources, on a intérêt à anticiper l'activité très largement, pour voir comment on peut tirer de cette double. Et je pense d'ailleurs que tous les contextes qu'on a aujourd'hui, et le fait d'accaparer les ressources du Venezuela souligne cette dépendance finalement au intérêt de sortir de cette. Alors maintenant, si on revient sur le système de introduire la shift, on s'intéresse à de nombreux secteurs qu'on associe habituellement aux enjeux d'agriculture, d'alimentation, aux enjeux de transport, de production d'énergie, de numérique, de logement, vraiment plein de secteurs sur lesquels on a déjà eu l'habitude ce secteur de transformer. Parmi les secteurs qui il y en a d'autres qu'on a un tout petit peu l'habitude d'associer à ces gens. On avait un peu l'habitude, c'est le cas par exemple de la culture, qu'on regarde aussi au chiffre projet, mais aussi la santé. Si on regarde plus spécifiquement comme un système de santé, il n'y a aucune raison de sortir de cette équation. Pour qu'un système de santé fonctionne, industrie performante, des logements, agriculture, il faut un peu de secteurs pour lesquels on va s'intéresser à cette transition. Mais le problème de cette manière, le système de santé, il a tout intérêt à se concentrer sur ce sujet, adapter finalement les transformations qu'on préconise pour certains secteurs, les adapter aux spécificités même du système de santé qui doit fonctionner 24 heures sanitaires qui doivent être opérationnels instantanément, l'alimentation, par exemple des personnes âgées qui a des exigences de la population, des exigences, des choses qu'il faut prendre. Avec la santé, il va au-delà de ce que je viens de dire. Si on regarde aussi les conséquences du dérèglement climatique, le système de santé, il est presque en première ligne finalement des conséquences. Le dérèglement climatique a déjà des conséquences. On va avoir une panoplie assez longue et imprévisible sur la santé des individus. Alors, je pourrais faire une liste un peu très longue, enfin assez longue, pour évoquer ces conséquences. Je vais et aussi un message avec lequel vous pouvez repartir, c'est que les conséquences du dérèglement climatique, elles sont linéaires, avec l'augmentation de la température. Autrement dit, un climat qui se réchauffe de 2 degrés, ce n'est pas 2 fois plus de conséquences qu'un climat qui se réchauffe de 1 degré. Un climat qui se réchauffe de 4 degrés, ce n'est pas 2 fois plus de conséquences qu'un climat qui se réchauffe de 2 degrés. Et là-dessus, il y a un parallèle assez évident pour le système de santé pour comprendre ce que je viens de dire. Vous avez un patient qui a une température corporelle de 40 degrés, il n'a pas 2 fois moins de conséquences qu'une température corporelle de 43 degrés. 3 fois moins de conséquences que si sa température corporelle était 46. Là, les conséquences sont fatales. Vraiment, cette longue non-linéarité est importante à comprendre. Ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, on observe un réchauffement d'1 degré. Et on observe des conséquences qui peuvent paraître assez minimes finalement sur la désorganisation de l'activité. En fait, ce dérèglement, il pourrait être largement supérieur de température qui peuvent atteindre jusqu'à 4 degrés d'ici la fin du siècle. C'est un exemple parfaitement à ce point-là. Ici, une carte qui représente ce qu'on appelle des zones de jour invivables sur la surface terrestre. Alors, qu'est-ce qu'un jour invivable? C'est un jour où la température et les conditions de vie sont telles qu'un être humain, même en bonne santé, est capable de transpirer. Concrètement, qu'est-ce qui se passe en général? C'est quand on a des températures qui sont supérieures à 37 degrés et qu'on a des taux d'humidité qui sont proches de saturation, et concrètement, la respiration à se faire évaporer notamment va venir se stocker dans l'atmosphère. Si l'air est déjà saturé en eau, en fait, elle ne peut plus en recevoir. Et donc, ce phénomène de transpiration et donc de régulation interne de la chaleur n'est plus possible. J'insiste bien que même une personne en bonne santé, dans ces zones-là, sans adaptation, sans se mettre à l'abri, rencontre des zones, des jours invivables. Donc, c'est-à-dire qu'en étant fort, il met un risque sa santé. À plus de 2,7 degrés, la carte que vous voyez est la suivante. Juste pour vous donner quelques chiffres, ça correspond à peu près 700 millions d'individus qui vivent dans des zones invivables toute l'année. De ce que ça peut donner en termes de déplacement de population, ou en tout cas de désorganisation des systèmes. C'est à peu près 2 milliards d'individus, des zones de jour invivables, un jour sur deux.
Et cette carte, je l'aime bien parce qu'on pourrait presque avoir encore une fois, de la carte et de se dire qu'en Europe, on est plutôt tranquille. On n'a pas un climat qui est très humide et donc ce phénomène-là que je viens de décrire n'est pas forcément. Et c'est aussi important de rappeler cette analyse égoïste. Le système reste aussi d'être fortement perturbé. Parce que si je regarde par exemple le système de santé, je rappelle que quasi l'intégralité de nos principes de cette zone-là, la majeure partie des données de cette zone-là, et donc forcément ça peut se traduire par des cas. C'est un contexte qui n'est pas forcément le plus réjouissant, mais en même temps c'est un contexte qu'il faut regarder et qu'il faut appréhender. Et quand on reprend notre système de santé, bah, finalement il est dans ce cercle vicieux qu'on peut décrire de la manière suivante. On va avoir des conséquences qui vont règlement climatique sur la santé des populations. Parfois, de la pression et des risques sur les services de santé, l'augmentation des personnes à prendre en charge face à ces services. Qui dit une augmentation de la prise en charge, dit une augmentation accrue en ressources matérielles et énergétiques. D'ailleurs, c'est un peu le chien qui se mord la queue. Par une augmentation de la pression et des risques sur le climat, derrière des conséquences également sur la santé des populations. Voici le point de départ au Shift concernant le système de santé. Une fois qu'on a posé ce cadre-là, il faut aussi poser le cadre de concrètement qu'est-ce qu'on doit faire et jusqu'à quelle hauteur. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire et jusqu'à quelle hauteur? Il y a un seul avantage, on va dire, avec le dérèglement climatique et les gaz à effet de serre, c'est qu'il y a une relation assez linéaire la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et l'élévation de la température. Autrement, quand on a un grand géographique, un pays où se fixe un objectif de température que je ne veux pas dépasser X degrés, derrière, on est capable de traduire cet objectif en température, l'objectif en émissions de gaz à effet de serre. Quand on disait dans les accords de Paris qu'il fallait limiter les réchauffements planétaires d'ici à moins de 1,5 degré, pareil, on pouvait faire le calcul de combien de gaz à effet de serre il nous resterait à émettre pour atteindre cet objectif. Aujourd'hui, on a à peu près émis industrielle depuis le début du XXe siècle, 2400 milliards de tonnes de CO2. Ça, ces chiffres-là, c'est plutôt le raisonnement que je vais vous donner. Si on voudrait rester sous les 1,5 degrés, il faudrait limiter les émissions totales cumulées. D'année en année, on somme chaque année les émissions supplémentaires. Les émissions cumulées, il faut qu'elles restent en dessous de 3 milliards de tonnes de CO2. 600 milliards de tonnes de CO2 carbone de ce qu'on a déjà émis. Avec une population qui est 3 fois ça se traduit. Un bébé qui naît aujourd'hui, avec cette contrainte, aurait le droit à 1/12 des émissions de gaz à effet de serre émises par les générations passées. Encore une fois, c'est un cadre de pensée, et c'est après à quel point on se contraint, c'est un autre débat, mais c'est fixer un objectif de température. Voici ce que ça donne derrière en objectif de transformation. Sachant que ce 1/12, c'est une moyenne mondiale, quand des pays comme la France où le niveau de cet écart est encore plus important. J'ai le même raisonnement pour finalement, ça serait de l'ordre de 1/6. Et ce 1/6, on pourrait le traduire de la manière suivante. Dès demain, baisser les émissions de gaz à effet de serre chaque année dans le monde de 5% par an. 5% par an, ça paraît peu pour certains et certaines d'entre vous. Juste pour fixer un ordre de grandeur de la transformation qui est nécessaire derrière ce chiffre-là, il faut savoir que ce moins 5 a atteint qu'à 3 reprises sur les émissions de gaz à effet de serre mondiales, atteint pendant la crise du Covid, ça donne une idée de la transformation. On ne l'a pas atteint pendant l'effondrement du soviétique, mais on l'a atteint à la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce que les activités industrielles de l'Europe en termes de capacité, et également au pic de la crise des années 30, qui personne dans cette salle a vécu cette crise-là, mais à peu près, la période la plus joyeuse en termes d'activité. Mais ce chiffre-là, pareil, l'objectif, c'est pas de présenter le sujet comme un objectif insurmontable, c'est plutôt de se mettre d'accord sur le fait que faire face à ces conséquences et à ce défi-là demande des transformations significatives, ne nécessite pas juste des transformations de surface ou quelques changements d'habitude. D'ailleurs, ça nécessite une transformation de société qui est assez significative, et c'est aussi le cas pour le Shift. On se pose cette question-là, comment on va faire
et comment on essaie de faire fonctionner un système de santé. Oui, parce que j'ai oublié de dire, on essaye, nous, de réfléchir à comment on fait fonctionner le système économique, en tout cas l'activité des secteurs avec la contrainte qu'on a évoquée. Donc, comment on continue de prendre en charge des patients, comment on garantit une santé des populations équivalente, le tout avec la double contrainte que vous évoquez. Les travaux sur lesquels on s'intéresse jusqu'à présent nous ont amené à essayer d'approfondir cette question-là, puisqu'on y réfléchit depuis avant. Voici pour le constat et un peu le cadre général dans lequel se situent nos travaux. Bien sûr, on ne s'arrête pas juste à ce cadre-là, et l'objectif, c'est de comprendre face à l'action, et c'est tout l'objectif de ce que je vais vous présenter. Logique et méthode de travail. On fait quelque chose qui ressemble assez bien à ce que fait quand il rencontre un patient. Quand on sait qu'un patient est atteint d'une pathologie et souffrant, d'abord on commence par une phase de diagnostic avant de lui proposer le parcours de soins adapté. De notre côté, c'est à peu près la même chose. On commence par une phase de diagnostic pour comprendre d'où proviennent les émissions de gaz à effet de serre du système de santé. Comprendre d'où ça provient, ça permet de savoir comment on agit, sur quoi il faut agir en priorité et à quel point le secteur est vulnérable. Et ensuite, derrière, sur cette base du diagnostic, c'est de proposer un ensemble de leviers pour... Ça a été dit en introduction. Un constat sur lequel on est arrivé en 2021 et qui nous a relativement surpris, c'est que les émissions de gaz à effet de serre du système de santé, on les estime à 50 millions de tonnes de CO2 des émissions nationales. Alors 8%, pourquoi ça nous a surpris, c'est que 8%, c'est extrêmement significatif en termes de part d'un secteur d'activité de gaz à effet de serre. Et ça illustre et souligne les deux points que j'évoquais en amont, qui sont le système de santé est très dépendant des ressources énergétiques fossiles notamment, et également le fait que le système de santé a un train aussi faire sa part de carbonation que j'évoquais. Là, c'était pour le chiffre brut, et ici, vous avez un graphique qui représente comment se répartissent les émissions de gaz à effet de serre du système de santé par poste d'émission. Ça paraît un peu brutal, mais concrètement, chaque barre représente une activité de ce système de santé. La hauteur de la barre représente les émissions cumulées pour cette activité, et ensuite, vous avez la répartition en pourcentage de la part que ça représente sur les émissions totales. Très rapidement, ce qu'on constate, c'est qu'on va avoir à peu près 1/10 des émissions qui vont provenir des consommations d'énergie. Là, les consommations d'énergie, c'est majoritairement les consommations d'énergie pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire, comme on l'appelle. Pardon, mais concrètement, c'est le fonctionnement, par exemple, des douches dans les EHPAD. En fait, on a besoin de chauffer des salles comme celle-ci. On a besoin de garantir une qualité de l'air au niveau des blocs opératoires qui est assez significative et donc qui est demandeuse d'énergie. Les autres postes d'émission qu'on retrouve, il y a les déplacements, à la fois des patients, professionnels de santé, que ce soit pour venir au travail, pour les visites à domicile ou pour les déplacements en congrès, mais également les déplacements, j'ai déjà dit, pardon, des patients et des visiteurs. Et donc 13% pour ce 11% pour l'alimentation. Ce 11% est notamment lié au fonctionnement des EHPAD. 1 milliard de repas qui sont consommés chaque année, donc c'est un gros volume parce que les EHPAD, c'est principalement... c'est des lieux de soins, mais c'est aussi des lieux de vie, et donc forcément, c'est les repas qui sont consommés dedans. Des postes un peu plus secondaires qui peuvent être assez significatifs à l'échelle d'un service, et à l'échelle du système de santé peuvent représenter des parts assez plus faibles. Il y a notamment de la consommation des gaz médicaux, mais je reviendrai dessus un peu plus tard, donc je ne m'attarde pas forcément dessus. Et c'est le cas aussi des déchets, qui représentent moins de 2% des émissions de gaz à effet de serre du système de santé. Ce résultat, même d'ailleurs quand on a commencé à présenter ces résultats auprès de paraissait contraint d'utiliser la majorité dans le collectif. C'est plutôt les déchets qui vont représenter la plus grosse part des pollutions. Et là, déjà, on regarde les pollutions d'un point de vue gaz à effet de serre. Il faut aussi se rappeler que les déchets, c'est la partie visible de la pollution, mais qu'une large part des transformations que j'ai évoquées en amont ont lieu en dehors du système de santé. Pas à peu près dans certains endroits, mais a priori, les médicaments, ils ne sont pas produits directement dans les hôpitaux, c'est dans des usines spécialisées, et donc, un peu une image qu'on a du mal à prendre en compte. Part très importante des émissions, elles proviennent de la consommation, autrement dit de la production des médicaments et des dispositifs médicaux. Et il y aura toute une partie après qui sera dédiée là-dessus. J'essaierai de revenir un peu sur cette thématique. Voilà, maintenant qu'on a ce chiffre, l'objectif c'est de passer à l'action, c'est d'essayer de comprendre comment on fait. Au chiffre, on a essayé de construire une feuille de route avec l'aide de nombreux soignants, de nombreux professionnels de santé, directeurs médicaux, hospitaliers, etc., qui nous ont aidés à construire les recommandations qu'on a formulées. Et à chacune de ces transformations, on essaie bien sûr de mettre en évidence les freins qui sont associés aux transformations qu'on préconise, puisque toute la suite de la présentation va porter sur l'action,
l'objectif n'est pas non plus de minimiser la difficulté que représente ce passage à action et les nécessités d'impliquer un nombre fort de personnes. Mais pour autant, il est important de s'y mettre et vous allez voir de nombreuses idées dans cette présentation. Et donc, pour illustrer ça, je vous propose qu'on va passer la parole pour présenter les actions qui sont faites au niveau du CHU de Montpellier. Donc, au niveau du CHU de Montpellier, pour enchaîner avec les éléments que Mathis vient de vous présenter, il est intéressant de vous donner nos derniers éléments de notre bilan carbone Scope 3, donc celui qu'on a refait l'année dernière, le premier datant de 2021, et il nous a d'ailleurs servi à établir la politique stratégique de l'établissement. Il est important de souligner qu'au niveau du CHU, le défi numéro 1 de notre politique d'établissement, donc 2023-2024, porte sur la décarbonation de notre établissement de santé. Établissement de santé, ça suppose effectivement que derrière, on se sente responsable de la santé environnementale et des impacts que ça peut avoir sur les patients. Donc, comme vous pouvez le constater, sur la partie soins, ce qui correspond en fait en vulgarisation aux médicaments, aux dispositifs médicaux stériles et implantables, ça représente 50% de notre bilan carbone, ce qui signifie que en fait, c'est l'axe sur lequel il va falloir qu'on travaille le plus pour avoir les plus gros résultats en termes de baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Juste pour vous donner une petite idée, entre le premier bilan carbone qu'on a fait et celui de l'année dernière, on a baissé de 10 points nos émissions de gaz, ce qui est relativement intéressant à travailler. Après, c'est à prendre toujours avec des précautions, puisque la méthodologie de travail a été affinée. On est de plus en plus juste et on est de plus en plus précis grâce aux travaux des uns et des autres, effectivement, sur ce secteur-là. Et donc, c'est une estimation qu'on partage avec vous. Sur la partie des énergies et des immobilisations, ce 20%, enfin 19% en l'occurrence, il correspond à peu près au même chiffre que ce qu'on avait précédemment. Et je vais vous expliquer un peu après pourquoi. C'est-à-dire que pour arriver à des résultats conséquents, il faut des investissements conséquents. Et dans une structure comme la nôtre, et même plus petite d'ailleurs, ça prend du temps pour aboutir. Les achats de biens et services, là aussi, je pense qu'en 2027, quand on fera le bilan de synthèse, on aura des résultats plus efficients, parce que sur ce périmètre-là, on a une politique d'achat durable et responsable qui est très dynamique et qu'on a initiée depuis 2024. La mobilité, là, on peut être fier, puisqu'on est passé, on a baissé de presque 5 points au niveau du CHU. Je ne vais pas le développer, Morgane vous donnera des éléments beaucoup plus précis sur cet aspect-là. Et l'alimentation, par rapport à ce que vous disiez, Mathis, on est plus bas que les datas que vient de vous présenter Mathis sur le chiffre projet, tout simplement parce que là, nous, on est établissement de santé. Et donc, effectivement, dans les éléments du chiffre projet, ça fait le lien avec les établissements médico-sociaux. Et donc, pour nous, c'est un spot qui est plus petit, du coup. Ce qui est intéressant de souligner, juste pour se rendre compte de ce que ça représente la santé, 128 000 tonnes de CO2 émis par an. Alors, on a fait une petite comparaison parce que des fois, c'est plus parlant. 192 000 maisons françaises sur une année. Donc, c'est pas négligeable. Et par la prospective et par rapport aux objectifs qu'on est censé atteindre d'ici à 2050, la consommation annuelle d'un Français à l'horizon 2050, ça correspond aujourd'hui à 15 jours d'hospitalisation. 15 jours d'hospitalisation, quand on parle d'hospitalisation sur cet indicateur, ça correspond aux hospitalisations complètes. Alors, c'est vrai que tout le monde ne vient pas du milieu de l'hôpital ce soir, mais pour ceux qui viennent de l'hôpital, ça parlera davantage. Et la partie ambulatoire, quand vous venez en hôpital de jour ou en consultation. Je reviens juste pour une seule slide.
Juste pour préciser aussi la manière avec laquelle on construit une feuille de route de décarbonation, c'est pour vous exprimer la logique qu'il y a derrière, et vous allez voir qu'elle est relativement simple, puisqu'elle peut être résumée par l'équation que vous avez affichée à l'écran. Concrètement, ce que dit ce rapide calcul, c'est que les émissions d'une activité, elles sont systématiquement liées à deux choses, ou le volume de cette activité, ou l'intensité carbone que j'émets par unité d'activité. Pour faire un exemple, par exemple, si je veux évaluer l'empreinte carbone de mes transports, c'est où je voyage beaucoup, et donc j'ai un gros volume de déplacement, et donc ça va faire augmenter le paramètre que vous avez à droite, ou j'utilise un transport qui, par kilomètre parcouru, va émettre beaucoup de gaz à effet de serre, et donc mon intensité carbone, elle est importante. Et cette équation aussi, on l'utilise pour construire nos feuilles de route de décarbonation, parce que ce qu'elle traduit, c'est que pour chaque activité, pour chaque secteur, peu importe ce que vous regardez, à chaque fois, vous pouvez jouer sur un de ces deux paramètres. Et donc, pour décarboner les transports, je peux ou jouer sur les distances parcourues, les distances totales parcourues, je peux ou jouer sur l'intensité carbone en faisant un report modal d'un véhicule vers un autre, ou je peux jouer sur les deux. Par exemple, si j'ai deux personnes qui se déplacent au lieu d'une seule, bah, en fait, ramener à la personne, c'est moins de distance parcourue et c'est moins d'émissions par kilomètre parcouru. Et voici, c'est dans ce cadre-là que je pense que la suite va aussi s'inscrire, et c'est pour que vous ayez en tête ce raisonnement assez simple. Effectivement, la méthodologie de calcul pour l'élaboration de nos résultats est basée sur ce que l'équation vient de présenter Mathis. Pourquoi Donc, de manière très concrète, là, je vous parle des actions qui sont faites ou qui sont en cours et pas de notre plan d'action qui, aujourd'hui, est basé sur une soixantaine de mesures et que l'on suit ardemment depuis 2023, au moment où on a pu le sortir. Sur la partie énergétique, le CHU agit et a agi sur le photovoltaïque, la production de froid avec la récupération de chaleur qui est associée. Donc, je vous donne les exemples et je vais les expliquer a posteriori. Le raccordement au réseau de chaleur urbain et la blanchisserie éco-responsable. Ce sont des exemples, on en a d'autres. Ceux-là sont importants parce qu'ils sont impactants. Sur le photovoltaïque, on a déjà décliné des panneaux photovoltaïques, notamment sur la blanchisserie. Et en fait, dans la présentation, Olivier Talande vous expliquait que la direction était aussi composée du schéma directeur immobilier. Et l'idée étant de se faire parler les différents dossiers de la direction. Et donc, dans notre projet immobilier, on a le pendant photovoltaïque qui s'inscrit de manière systématique. Donc, les constructions, parce qu'il va y en avoir pour absorber l'activité dans le temps qui va venir, il y aura forcément des panneaux photovoltaïques. C'est aussi l'application du réglementaire. On n'est pas absent là-dessus, mais également sur l'existant, puisque là, on est en train de dérouler le marché public pour l'installation des panneaux photovoltaïques. Sur la production de froid et la récupération de chaleur, de manière systématique, tout changement que l'on fera aujourd'hui et pour les années à venir, on travaillera à la récupération de chaleur. Ça n'était pas le cas préalablement. On a encore beaucoup d'axes sur ces différents aspects, mais quand les équipements sont trop anciens, c'est compliqué de pouvoir travailler la récupération de chaleur. Donc là, typiquement, le site unique de biologie qui est sorti de terre et qui fonctionne depuis février 2025, on a pu changer le modèle de production de froid, donc vers un équipement plus durable et attacher la récupération de chaleur avec. Sur le réseau de raccordement de chaleur urbain, il faut savoir que la ville est très proactive. On est en partenariat renforcé sur ces aspects-là, mais également sur toute la partie mobilité. Il y a une communication constante avec la ville. Et le réseau de chaleur urbain, on est déjà raccordé sur le deuxième site. Là, on est sur le site 1, donc le deuxième site, là où il y a Saint-Éloi et Guichoyac, depuis 2013. Et depuis octobre de l'année dernière, on est raccordé sur le site 1. Et pour faire le projet de manière pertinente, aussi bien pour la ville que pour le CHU, en fait, nos chaudières gaz qui alimentaient le CHU
ont été mis à disposition de la métropole et vont permettre le mix énergétique en fait entre la biomasse qui sera effective à partir de la fin de cette année et le gaz qui sort de nos chaudières. Donc là, en fait, l'avantage du modèle, c'est qu'on a une récupération de notre chaufferie raccordée à un modèle plus efficient et plus vertueux. Et la blanchisserie éco-responsable, on est encore en phase de travaux. C'est d'ailleurs un des freins que vous pouvez constater sur cette diapo, c'est que tout ceci, on le fait en même temps que l'hôpital continue de fonctionner, puisque l'hôpital, c'est 24/24/7/7. Et ça peut nous donner des contraintes et des difficultés supplémentaires qui font qu'on n'avance pas aussi vite que ce qu'on voudrait. Mais en tout cas, sur la blanchisserie éco-responsable, ce qui est important de souligner, c'est qu'on a travaillé sur le retraitement de l'eau. On a des équipements beaucoup plus responsables et beaucoup plus durables. Il y a les panneaux photovoltaïques au niveau de l'électricité. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir suivre la blanchisserie qu'on était avec la blanchisserie qu'on sera d'ici la fin de cette année. D'ailleurs, on le précise pas, mais notre démarche, elle n'a de sens que parce qu'en fait, on travaille et on mesure absolument tout ce qu'on fait pour pouvoir dire d'où on part et où on arrive, où on veut arriver et répondre aux obligations qui sont les nôtres. Sur les éléments qui sont importants de mettre en avant, c'est qu'effectivement, tout ça fonctionne parce qu'il y a une énergie positive institutionnelle qui souhaite l'orientation de la prise en compte de cette problématique du réchauffement climatique. On est aussi dans une configuration bâtimentaire qui est totalement adaptée pour pouvoir, entre autres, développer les panneaux photovoltaïques. Et je pense aussi, parce que c'est un point qu'il faut mettre en exergue, la configuration du CHU, les règles qui existent, elles existent depuis, certaines d'entre elles au niveau énergétique, depuis un certain temps. La force de notre taille, qui peut être aussi notre difficulté pour le suivre, puisque je vous ai mis qu'on représentait aujourd'hui 400 000 mètres carrés de surface bâtie, c'est aussi notre puissance d'action pour pouvoir agir dans le bon sens. Les résultats attendus, juste pour vous donner un petit exemple là-dessus, sur les économies d'électricité que l'on va pouvoir estimer avec les panneaux photovoltaïques, ça représente 250 mégawatts par an sur une consommation d'environ 800-850, ce qui est quand même relativement conséquent. Donc là, on a un impact sur les émissions de gaz à effet de serre, mais on aura aussi un impact financier. Et c'est là tout l'intérêt de notre mix énergétique. Et sur le raccordement au réseau de chaleur urbain, on va baisser d'environ 2300 tonnes par an sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc, dans la première diapo où on vous présentait nos pourcentages, je pense qu'effectivement, en 2027, avec 2 années de plus, on aura un recul chiffré qui nous donnera confirmation de ce qu'on a pu travailler aujourd'hui. Du coup, pardon, pour continuer avec le sujet des transports, donc sur les transports, si on reprend l'équation de Matisse, on va avoir 2 leviers, réduire les déplacements ou réduire l'intensité carbone des modes de transport. Réduire les déplacements, ça peut se faire pour les professionnels, par exemple, avec le télétravail. Pour les patients, ça va être plutôt de l'ordre des téléconsultations ou regrouper les téléconsultations pour essayer de limiter le nombre de venues sur nos sites. Optimiser les tournées de nos professionnels auprès des patients, par exemple, ou les livraisons. C'est ça qui va nous permettre de réduire nos déplacements. Et pour réduire l'intensité carbone des modes de transport, l'objectif, ça va être de favoriser au maximum ce qu'on appelle les modes actifs et les transports en commun, qui sont les modes de transport les moins carbonés, marche, vélo, tram, et quand ce n'est pas possible, essayer de diminuer l'impact carbone des véhicules en utilisant des véhicules plus petits, de plus petits gabarits, des véhicules de motorisation plus propres, donc de type électrique. Donc,
On a travaillé sur ces sujets ces dernières années et on constate déjà des résultats dans nos émissions gaz à effet de serre liées au transport. En 2019, on avait 19% de nos émissions qui étaient liées au transport, tout confondu. Donc, domicile, travail, professionnel, patients et visiteurs. Et en 2024, on est passé à 12% de nos émissions liées au transport. Quand on regardait tout à l'heure dans le secteur de la santé, c'est autour de 13% en moyenne. Donc, qu'est-ce qui a été fait justement pour faire évoluer, pour réduire ces émissions? Il y a un gros travail qui a été mené par le CHU et par la ville de Montpellier également pour améliorer l'accessibilité de nos sites, en transport en commun et en mode actif également. Donc, au niveau des transports en commun, il y a la gratuité des transports qui a été mise en place fin 2023 dans toute la métropole de Montpellier. On a nos principaux sites, donc Saint-Éloi, Guicheliac, La Péronie, ADV, qui sont desservis par la ligne de tram 1 et la ligne de tram 5 qui vient d'être ouverte et qui dessert notre hôpital de Saint-Éloi et de Bellevue. En parallèle de ces infrastructures transport en commun, il y a aussi un développement des infrastructures vélo notamment, avec l'ouverture récente qui date d'il y a quelques semaines de la première vélo-ligne qui va desservir de Occitanie au centre-ville, première vélo-ligne de Montpellier. Sécurisation, piste cyclable également derrière les hôpitaux Saint-Éloi et Guicheliac avec les aménagements autour de la rue du Truel et de gros travaux qui sont faits à l'hôpital pour développer les infrastructures de stationnement vélo, puisqu'on est aujourd'hui à autour de 1600 places de stationnement vélo sur l'ensemble de nos sites, alors qu'on partait autour de 700 en 2021, donc on a plus que doublé. Donc, il y a ce travail qui est fait pour les infrastructures de transport et il y a également un travail qui est mené pour sensibiliser parce que changer ses mobilités, c'est un changement de pratique au quotidien. Donc, il y a beaucoup de sensibilisation, de formations qui sont proposées aux agents, formation pour le vélo, éco-conduite, prise en main de véhicules électriques également avec une centaine d'agents formés sur les dernières années. Et un gros travail qui est fait sur l'investissement autour de la flotte de véhicules. Le CHU de Montpellier, c'est 250 véhicules et il y a un plan d'investissement pour électrifier la flotte. Aujourd'hui, on a 10% de véhicules électriques. On a un des premiers SMUR électriques de France. Et en parallèle, on essaye de développer aussi des véhicules de petits gabarits pour les déplacements courts, les déplacements intercités et dans Montpellier avec des 3 roues électriques et des vélos. On a 150 vélos de service également dans la flotte du CHU. Donc, toutes ces actions, elles sont permises vraiment par notre collaboration avec la métropole, avec la ville qui est très motrice sur ces sujets. Le fait tout simplement que certains modes actifs soient très efficaces, comme par exemple le vélo qui est très efficace en heure de pointe par rapport à des temps de trajet voiture ou tramway. Je me remets sur la bonne slide. Ouais, j'arrive. C'est bon. Et parfois, on peut se dire, donc aussi, on peut imaginer que ça peut être difficile de passer sur des véhicules électriques par rapport au coût d'acquisition de ces véhicules, et ce n'est pas toujours le cas. Déjà, sur les véhicules électriques, il peut y avoir des facilités opérationnelles avec des délais de livraison qui vont être rapides. Et aussi, c'est un marché qui est vraiment développé sur la partie véhicules professionnels avec de nombreuses ventes aux enchères qui permettent d'acquérir des véhicules d'occasion. Et donc, finalement, on voit qu'il peut exister des solutions, des leviers pour acquérir des véhicules professionnels électriques sans surcoût particulier. Pour continuer avec le sujet de l'alimentation. Donc, sur l'alimentation, même principe, donc 2 leviers, réduire les volumes. Réduire les volumes, ça va être gros travail sur le gaspillage et réduire l'intensité carbone des plats qui vont être proposés aux agents et aux patients. Donc, si on regarde en 2019, 4% de nos émissions gaz à effet de serre étaient liées à l'alimentation. En 2024, on est passé à 3%. Donc, gros écart avec la moyenne du secteur qui était à 11%, ce qui disait, parce qu'il comprend le médico-social et donc beaucoup plus de repas.
Donc, si on regarde sur le gaspillage alimentaire, il y a un gros travail qui a été mené notamment par les équipes logistiques, la direction des soins sur ce sujet. Et on constate déjà des résultats qui en découlent. Donc, il y a des pesées ciblées qui ont été menées dans des services pour identifier en fait les principales sources de gaspillage. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a des quantités 2 fois plus élevées que ce qu'on trouve en moyenne dans la restauration collective. En parallèle de ces audits ciblés, il y a également des indicateurs qui ont été mis en place par les équipes restauration pour suivre en fait les surplus de repas qui sont livrés dans les services par rapport au nombre de patients présents. Et grâce en fait à ces deux diagnostics, grâce à ces données, il y a un groupe de travail gaspillage alimentaire avec les équipes diététiques, direction des soins, logistique, qui ont pu identifier en fait des règles d'or très précises pour essayer justement de réduire ce gaspillage en identifiant dans chaque service notamment un référent nutrition, en formant à une meilleure utilisation de l'outil de commande des plateaux, en analysant dans certains services, il y a des commandes automatiques par exemple qui vont être mises en place, en analysant en fait toutes les pratiques de commande du service. Et ce qu'on constate, c'est que ça commence déjà à porter ses fruits parce qu'entre 2023 et 2024, on voit qu'il y a moins 20 000 plateaux commandés en surplus par rapport au nombre de patients présents. Donc ça, c'est le travail qui est fait vraiment sur les volumes, le gaspillage. Et il y a aussi un travail qui est fait justement pour réduire l'intensité carbone des plats servis, en proposant notamment des alternatives végétariennes systématiques dans les self et internats, des alternatives végétariennes qui sont possibles chaque jour auprès des patients sur demande, et également des alternatives végétariennes qui vont être imposées sur 14 repas semaine pour un patient, par exemple. Il va y avoir 3 fois par semaine un plat végétarien qui va être proposé en premier choix. Et tout ça, c'est les fruits d'un travail qui a vraiment été réalisé par les équipes diététiques et la restauration pour s'assurer que justement ce plat végétarien ne soit pas uniquement un accompagnement, mais qu'il permette justement un apport en protéines suffisant avec des fromages, œufs, légumineuses, du soja, etc. Voilà. Donc en fait, là-dessus, il va y avoir... C'est un sujet qui est assez complexe et il y a un équilibre complexe à trouver, notamment pour développer les plats végétariens à l'hôpital, parce qu'il y a de nombreux paramètres qui rentrent en jeu. Bien sûr, les apports nutritionnels, la lutte contre la dénutrition, les nombreux régimes des patients, allergies, le coût du plateau, la qualité gustative du repas. Et en fait, il va falloir jouer sur tous ces paramètres pour essayer de décarboner progressivement les repas. On va donner les derniers exemples de ce que l'on fait au niveau du CHU concernant les soins. Donc, par rapport à la diapo toujours initiale, rappelez-vous, on est à 50% de nos émissions de gaz à effet de serre, et donc c'est là où on a le plus gros axe de travail et d'amélioration, et en même temps, c'est notre cœur de métier de prendre en charge les patients et de soigner. Donc là aussi, c'est trouver le bon équilibre pour avancer et maintenir la qualité et la sécurité des soins. Donc, à titre d'exemple, on a initié fin 2024 un travail assez conséquent avec l'ensemble des professionnels du CHU, notamment au niveau de l'anesthésie. Alors, il faut savoir qu'on a un certain nombre d'instances, instances réunions avec les métiers qui sont concernés par ces différentes spécialités. Et avec ces instances, en fait, on avance sur les sujets pour arriver à décliner les différentes actions. Et donc là, en l'occurrence, c'est le comité qui regroupe les anesthésistes et les réanimateurs. On a bossé avec eux sur comment faire pour arrêter le desflurane, les réseaux de protoxyde d'azote, qui sont des gaz très émissifs au niveau du CO2. Et on a également travaillé à la rationalisation des bouteilles d'oxygène. Et depuis le mois d'octobre ou novembre de l'année dernière, on a mis en place un dispositif de test sur les valves de Méopa à la demande. C'est un gaz qui, jusqu'à présent, en fait, quand il était utilisé pour les patients,
il était branché sur des bonbonnes et en fait, c'était en flux continu. Donc, même quand le patient n'inspirait pas le gaz se dispersait dans la pièce. Et donc, c'était aussi bien pénalisant pour les patients que pour les professionnels. Là-dessus, il y a une grosse influence des sociétés savantes, les anesthésistes et les réanimateurs au niveau national et international sont très proactifs sur comment faire mieux en étant plus durable en termes de prise en charge. Et donc, on a des textes au niveau européen, notamment sur le desflurane. C'était une contrainte qui rentrait en ligne de compte à partir de 2026. Et sur les réseaux de protoxyde d'azote, ce sont des conseils assez soutenus d'y mettre fin, parce qu'il faut savoir que ces réseaux, malgré les entretiens qu'on peut en avoir en termes de maintenance, sont très pourvoyeurs de fuites. Et ce sont ces fuites qui aujourd'hui créent de grosses consommations. Sur la partie médicaments, on participe, donc ça a été mis en place l'année dernière, à l'enquête nationale sur le gaspillage des médicaments. Cette enquête portée par l'OMEDIT, c'est assez intéressant d'y être, de la suivre et surtout de rebondir sur les actions préconisées, parce qu'en fait, les résultats sont pris en compte au niveau de la politique nationale. Et d'ailleurs, dans la loi de financement qui est sortie là cette année au niveau 2026, vous voyez, le deuxième point, c'est retour optimisé des médicaments. Il faut savoir qu'il va y avoir une expérimentation. Alors, beaucoup d'établissements le font. La difficulté de cela, je vais expliquer ce que c'est d'arriver à pouvoir le suivre en termes d'indicateurs. Mais là, le ministère a mis en place une expérimentation sur au moins 2-3 ans pour justement faciliter en fait le suivi de ces médicaments. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par retour optimisé des médicaments? Aujourd'hui, sur le gaspillage des médicaments, on a constaté qu'on gaspillait 3 tonnes de médicaments, ce qui est assez conséquent. Et donc, lorsque le médicament est encore identifiable, aussi bien dans sa molécule que dans son grammage, et qu'il est operculé correctement, la pharmacie va le réintroduire pour le remettre dans le circuit de distribution du médicament plutôt que de le jeter. Aujourd'hui, quand vous allez à la pharmacie pour prendre un médicament après avoir récupéré une ordonnance chez le médecin, souvent vous repartez avec une boîte et de cette boîte, vous allez consommer une plaquette alors que dans la boîte, il y en a 2. Et donc la deuxième partie de la plaquette, eh bien, vous allez la garder dans votre pharmacie jusqu'à ce qu'un jour vous fassiez le tri et que ça passe à la poubelle. Il faut savoir que ce modèle-là, ce n'est pas le modèle européen qu'on a de partout. Typiquement, en Angleterre, vous allez avoir de la distribution du médicament aux particuliers au nombre de cachets dont la personne va avoir besoin. Donc ça, c'est plus pertinent. Mais c'est un travail qui doit s'initier en ce qui nous concerne avec tout ce qui est fournisseurs pharmaceutiques et laboratoires. Et pour le coup, je ne développerai pas trop cet aspect-là parce que Mathis va nous donner les derniers résultats des travaux qu'ils ont initiés au niveau du Shift et c'est assez passionnant. Mais il y a, en tout état de cause, un vrai gros travail à avoir avec les fournisseurs pour continuer à avoir des impacts sur nos projets, parce que même si on est très actif sur la partie des soins, il faut savoir que tous ces résultats, aujourd'hui, on vous les présente avec Morgane, mais c'est vraiment la collaboration de tout le monde. Enfin, je vois certains d'entre vous qui participent ardemment, Adrien, sur la partie de gestion des déchets. C'est vraiment parce qu'on se sent tous concernés et mobilisés qu'on arrive à atteindre ces résultats que je vous présentais à l'instant. Rallumer mon micro. Bon, le temps que ça se rallume, et moi je vais me tenir encore une fois à gauche du pupitre parce que j'ai ce défaut de disparaître si je me mets derrière. Et comme ça, vous me verrez. Donc, je reviens un tout petit peu pour essayer de remettre un peu de hauteur sur ce qui vient d'être présenté, puisque vous avez eu ici, et c'est toujours passionnant et impressionnant de voir tout ce qu'on peut mettre en place,
des exemples d'actions qui ont été mis en place à l'échelle d'un établissement. Mais il y a deux points essentiels, enfin, il y a un point essentiel qu'il faut retenir, c'est que il faut penser la décarbonation du système de santé, non pas comme un secteur isolé, mais comme un secteur qui interagit avec plein d'autres activités. Et ce que je veux dire par là, c'est que la décarbonation du système de santé, il y a plein de choses qui peuvent être faites directement dans ce secteur-là, et une autre partie qui doit être faite par d'autres secteurs qui accompagnent la transformation de l'hôpital, par exemple. Il y a des exemples qui ont été donnés, mais sur la mobilité, si l'hôpital ne parvient pas à s'engager avec la ville pour la desserte de transport en commun, les pistes cyclables, il va y avoir des difficultés au niveau de la transformation de cet hôpital. Pour les tournées à domicile, par exemple, si on équipe ces tournées-là avec des véhicules électriques, il faut aussi avoir une capacité et un déploiement de bornes de recharge électrique qui soient suffisantes sur le territoire pour avoir un maillage suffisamment fin et qu'il n'y ait pas des contraintes qui soient liées à l'autonomie des véhicules qui sont utilisés. Et si on doit aussi conclure cette partie-là un peu sur ce qu'on peut mettre en place pour décarboner le secteur, on peut le résumer par la chose suivante, et c'est assez intéressant de le voir de cette manière, c'est finalement, quand on regarde les émissions du système de santé, on constate qu'il y a la moitié de ces émissions qui sont liées aux soins et la moitié qui sont liées à des activités support à ce soin. Donc bien sûr, le soin n'existerait pas si l'énergie ne marchait pas dans un établissement, s'il n'y avait pas de transport et s'il n'y avait pas de construction. Cependant, si on regarde par exemple au niveau d'un bloc opératoire, que ce bloc opératoire soit chauffé avec une pompe à chaleur ou un chauffage fuel, au niveau de l'activité de soins elle-même, il y a aucun impact et aucun ressenti par l'activité. Et donc ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a aucune perturbation sur cette activité de soins. Et de voir de cette manière, c'est intéressant, puisque un des gros freins aussi de la décarbonation de ce secteur, c'est les contraintes réglementaires qui sont nécessaires au niveau des activités. Mais ce qu'on constate, c'est que du coup, il y a quand même une large part et une large marge de manœuvre d'activités qui peuvent être mises en place pour la décarbonation du secteur. Maintenant, je vais vous proposer un tout petit zoom et un peu de prise de hauteur concernant les médicaments et les dispositifs médicaux, puisqu'on a sorti des travaux très récemment, c'est-à-dire en juin de 2025. Notre objectif était exactement la même chose qu'on a mené sur le système de santé, c'est-à-dire essayer de comprendre d'où provenaient concrètement les émissions des dispositifs médicaux et des médicaments pour comprendre derrière comment on les décarbone. Je vais essayer d'illustrer les principales conclusions que nous avons obtenues à travers les résultats concernant l'industrie pharmaceutique, où concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de regarder ce que doit mettre en place cette industrie pharmaceutique pour baisser ses émissions de gaz à effet de serre. Et là, vous avez ici un exemple parfait qui illustre que ce n'est pas l'hôpital qui doit porter l'intégralité de sa décarbonation, puisqu'une large partie de la décarbonation des produits de santé proviendra aussi au niveau de la production. Vous avez ici de la chaîne de valeur de médicaments, donc on a des excipients, des principes actifs, des assemblages qui vont être mis tous ensemble au niveau d'une étape de conditionnement et de formulation. Puis après, il y a des nombreux transports qui vont avoir lieu entre chaque étape et des stockages intermédiaires. Et ensuite, une étape de consommation et une étape de fin de vie de ces médicaments. Je vais vous proposer de réfléchir à la question suivante qui s'affiche à l'écran. Selon vous, quelle part la production des emballages représente dans les émissions totales des médicaments? Je vous propose de lever la main quand vous pensez que la réponse est celle-ci, histoire d'avoir quelque chose d'un peu participatif. Qui pense dans la salle que les émissions liées à la production des emballages primaires, secondaires et tertiaires des médicaments représentent moins de 10% des émissions totales de l'industrie? Qui pense ici que ça représente entre 30 et 60% des émissions de l'industrie? Quelle majorité? Qui pense ici que c'est entre 60 et 90%? Et qui pense ici que c'est supérieur à 90%? Bon, ça serait un peu bizarre quand même. En fait, la réalité est la suivante, c'est que moins de 10% des émissions de gaz à effet de serre proviennent de la production des emballages des médicaments. Encore une fois, c'est le même biais que j'évoquais tout à l'heure sur les déchets à l'hôpital, c'est encore une fois la partie visible, mais surtout la partie qui représente une grosse masse. Quand on compare les emballages par rapport aux principes actifs, c'est 300 000 tonnes d'emballages qui sont produits versus 30 000 tonnes de principes actifs, par exemple. Donc en termes de volume final qu'on observe à la fin et que le patient reçoit, c'est des toutes petites masses par rapport à la masse des emballages. Et le point intéressant, alors cet exercice, je le fais chaque fois que je fais cette présentation, et que ça soit du côté du ministère de la Santé, des industriels, de l'assurance maladie, de la Haute Autorité de Santé ou des hôpitaux, c'est systématiquement le 30 à 60% ou le 60 à 90% qui l'emporte, même au niveau du coup des industries qui sont censées quand même être un peu au courant de comment ça se passe, la production. Et c'est aussi intéressant d'avoir cet ordre de grandeur en tête, puisque ça permet d'avoir un esprit critique quand on regarde les feuilles de route de décarbonation de certains acteurs qui ont une tendance plutôt fâcheuse à se concentrer principalement sur ces étapes-là.
qui représente du coup une part quand même importante des émissions, mais pas la part majoritaire. Si on veut regarder la répartition, c'est celle affichée à l'écran, donc vous voyez les emballages sont situés en haut, et même si on rajoute la fin de vie de ces emballages, on dépasse très légèrement 10%, donc ce n'est pas non plus significatif. Et finalement, cette graphique-là, c'est qu'on va avoir la moitié des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie qui sont liées à la production, et le reste qui sont liés à du transport, à de l'usage ou à des activités support, par exemple la recherche et le développement ou les activités siège et terrain des entreprises sont des sources aussi assez importantes d'émissions de gaz à effet de serre. Et au niveau de la production, ce qui est intéressant, c'est de constater que c'est les principes actifs qui occupent la première place, avec du coup la moitié des émissions de la production, donc un quart des émissions totales. Ce qui est intéressant avec les principes actifs, c'est vraiment d'avoir en tête à quel point c'est pas intuitif le lien entre masse totale consommée et émissions de gaz à effet de serre associées. On a, comme je le disais, 30 000 tonnes de principes actifs qui sont consommés annuellement en France pour toute classe thérapeutique de médicaments. Ces 30 000 tonnes, c'est sans commune mesure avec les milliers de tonnes qui sont consommées d'acier, de béton, de ciment, enfin de toute autre industrie. On n'est vraiment pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur de matières premières produites. En termes d'intensité carbone, d'où le deuxième paramètre que j'introduisais précédemment, en fait, on est sur l'ordre de 65 kg de CO2 par kg de principe actif. C'est plus de 100 fois supérieur à la production du ciment, sachant que le ciment, la production du ciment, est déjà une industrie qui est jugée prioritaire en termes de décarbonation, puisque lors de la production du ciment, on émet naturellement notamment des gaz à effet de serre. Alors, ce que masque cette moyenne, c'est une immense hétérogénéité entre les médicaments. Vous avez ici un exemple. 1 kg de paracétamol et 1 kg d'énoxaparine sodium, qui est un médicament de dérivé animal et notamment dérivé de mucus de porc, on va avoir un facteur 500 en termes d'intensité carbone entre ces deux médicaments. On a un facteur 1000 finalement entre 1 kg de MAB, d'anticorps monoclonal, et 1 kg de paracétamol. Et au sein même des anticorps monoclonaux, il faut savoir qu'il y a aussi un facteur 1000 d'émissions de gaz à effet de serre entre différents principes actifs. Les plus bas se situent autour de 5 tonnes de CO2 par kilogramme de principe actif produit. 5 tonnes, on est quand même sur un gros volume. Et les plus élevés sont de l'ordre de la centaine de milliers de tonnes, où là aussi on est sur des volumes tout à fait importants. Maintenant, ce graphe ne peut pas être utilisé pour dire c'est ça le poste principal, puisque pour le coup, on n'est pas du tout sur les mêmes volumes de consommation, ni même sur les mêmes volumes de concentration de principes actifs dans les médicaments. Là où on est sur l'ordre du gramme pour le paracétamol, on va être sur des microgrammes sur les anticorps monoclonaux. Donc il faut aussi faire cette remise à l'échelle où on multiplie par le volume pour voir qu'est-ce qui émet le plus. Mais ce qui fait que là où on sait, pas mal de personnes savent que c'est le paracétamol, le médicament, enfin le principe actif le plus consommé en France. Là, en termes d'émissions totales, il arrive à égalité, si on prend ces données-là, avec les émissions associées à l'énoxaparine sodium, qui, dans l'imaginaire des personnes qui ne travaillent pas dans le système de santé, je pense, n'avaient jamais entendu parler de cette molécule. Et donc c'est intéressant tout de même d'avoir en tête cette force variable. Et ce que montre aussi ce graphique-là, c'est que la majorité aujourd'hui des nouvelles thérapies, ou en tout cas de la recherche et développement, se concentre sur des thérapies innovantes, des thérapies ciblées sur des médicaments biologiques. La conclusion n'est pas de dire qu'il faut arrêter le développement de ces maladies, enfin de ces médicaments pour ces raisons-là, mais par contre elle invite à énormément de précautions vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre qui sont induites par cette production, et elles invitent à faire en sorte que la production de la création de ces nouvelles usines soit déjà pensée d'un point de vue décarboné, parce qu'en plus de ça, c'est toujours plus simple de décarboner une usine en amont que de la produire et ensuite de dire mince, comment je décarbone cette production. Ce qu'on peut regarder sur ce graphique, c'est qu'on va avoir 10% des émissions des médicaments qui sont liées à l'usage des gaz médicaux. Ça a déjà été évoqué précédemment. Les gaz médicaux, c'est des puissants gaz à effet de serre. On utilise une unité ou en tout cas un moyen de conversion pour comparer deux gaz à effet de serre entre eux. On appelle ça le pouvoir réchauffant global. C'est un moyen de comparer par exemple un gaz à effet de serre à un autre et on compare à l'effet du méthane. Si on regarde au niveau du protoxyde d'azote, on est entre un PRG de 200 ou 300. C'est-à-dire que pour une molécule de protoxyde d'azote qui est émis dans l'atmosphère, c'est équivalent à 300 molécules de CO2 émis. Pour le desflurane, par exemple, on est de l'ordre de plusieurs milliers, entre 1000 et 3000. Donc ça veut dire que pour une molécule émise, on va avoir un effet qui est de l'ordre de 1000 molécules ou 3000 molécules de CO2 qui vont être émises. D'où, encore une fois, ce lien entre faible volume et pourtant importante quantité de gaz à effet de serre. Si on regarde les sources d'émissions, les deux principales, ça va être les inhalateurs.
Donc les inhalateurs sont des médicaments qui, pour beaucoup, reposent sur des gaz propulseurs qui vont venir envoyer le principe actif, notamment dans les poumons. Et ces gaz propulseurs sont dans la majorité des cas des gaz à effet de serre. Et pourtant, c'est que le moyen de transport finalement de la molécule qui va avoir un effet thérapeutique, mais ça représente tout de même une part assez significative des émissions, et 30% pour le protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote qui est tout de même intéressant à noter, c'est que il y a c'est de moins en moins de cas, mais il y a pas mal d'hôpitaux qui s'approvisionnent en protoxyde d'azote via des réseaux de distribution et des prises murales, où concrètement, en fait, on branche une grosse bouteille de protoxyde d'azote à un point de départ, et ensuite il y a des tuyaux qui vont dans différents endroits où on voudrait avoir ce gaz-là, et il n'y a plus qu'à brancher une prise au niveau du mur pour avoir, alors c'est très schématique, hein, mais pour avoir ce gaz-là en disponibilité. Ce qui a été montré dans plusieurs études, c'est qu'il y a 90% de ce gaz qui fuit dans ces réseaux de distribution. Donc en plus de là, on peut voir tous les effets économiques qui sont derrière, mais ce que ça veut dire, c'est que pour 10 molécules, 10 unités achetées, on n'en a qu'une qui est consommée, et le reste est finalement gaspillé. D'où par exemple la Société française des anesthésistes réanimateurs qui s'est prononcée en faveur d'un arrêt de ces distributions sous forme de prise murale. Et dans pas mal d'hôpitaux, la transformation se fait assez rapidement, et donc le gain en termes d'émissions de gaz à effet de serre est assez efficace. C'était pour la partie sur les médicaments, et sur les dispositifs médicaux, on a essayé de mener le même travail, mais cette fois-ci en distinguant les dispositifs entre eux, puisque ça n'a pas vraiment de sens de comparer un IRM avec une seringue, et pourtant les deux ont cette même dénomination. Et donc on a essayé de catégoriser les dispositifs médicaux entre eux, et à chaque fois en se posant cette même question, d'où viennent les émissions, comment on les réduit. Je vais conclure assez rapidement sur cette partie sur la décarbonation des produits de santé. On résume on se pose la même question, c'est comment on décarbone la production et comment on réduit le volume. Jusqu'à présent, on s'est intéressé à comment on décarbone. Là, ce que peuvent faire les leviers que je trouve particulièrement intéressants. Le premier, c'est les enjeux de relocalisation. Alors, il est aussi intéressant parce qu'il y a un contexte assez porteur sur ces sujets en ce moment. Mais l'idée, c'est de valoriser une production française et européenne dans l'acheminement et l'achat des médicaments. On a fait l'exercice théorique de comparer l'empreinte carbone d'un médicament qui serait intégralement produit en Chine versus un médicament intégralement produit en Europe ou en France. Et ce qu'on constate, c'est que juste au niveau des variations d'un point de vue des transports et des énergies consommées, donc sans prendre en compte les écarts de normes environnementales qui peuvent exister entre ces zones géographiques, on peut avoir un facteur d'émissions de gaz à effet de serre. Et là, ce qui se cache cette diapositive, c'est pas en premier lieu, il faut commencer tout de suite à rapatrier des zones de production. Déjà, peut-être la première chose qu'on peut se poser, c'est comment on fait pour ne pas délocaliser les capacités de production qui existent déjà en France, et comment on fait pour du coup les favoriser économiquement. Le premier point, c'est celui-là. Le deuxième, c'est ça peut aussi passer par un choix de fournisseur qui existe déjà en Europe, et donc le changement d'un fournisseur asiatique vers un fournisseur européen. On sait aujourd'hui que la majorité des usines de principes actifs européens tournent à peu près entre 70 et 80% de leur capacité de production. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une certaine marge de manœuvre en termes d'augmentation d'approvisionnement. Et enfin, bien sûr, il y a certaines capacités qui ne sont pas encore disponibles, et la question peut se poser de lesquelles rapatrier en priorité, sachant qu'ici, on a un exemple typique de co-bénéfice, on va dire souveraineté sanitaire et décarbonation. Baisser les volumes de médicaments. Encore une fois, l'idée n'est pas de dire on va arrêter de soigner pour des raisons environnementales, mais c'est aussi de constater et de se mettre face au fait qu'il y a un gisement assez significatif finalement de médicaments aujourd'hui ou de dispositifs médicaux qui n'ont pas de bénéfices thérapeutiques démontrés d'un point de vue du volume. Donc ça se traduit notamment par les chiffres des gaspillages. Ici, à gauche, la quantité de médicaments non utilisés qui sont récoltés donc, au niveau de la ville. Ça représente 12 000 tonnes si on compte aussi les emballages dedans. Donc il y a 12 000 tonnes annuellement de médicaments qui sont ramenés dans les pharmacies de ville et donc qui sont récoltés. Donc c'est-à-dire que c'est des médicaments qui, a priori, n'ont pas eu leur bénéfice thérapeutique qu'on aurait aimé qu'ils aient pas été consommés. Et l'exercice a été mené très récemment par le C2DS sur les hôpitaux, et par exemple sur une enquête réalisée sur 210 établissements et sur une semaine, ils ont montré qu'il y avait à peu près 700 000 € de médicaments qui étaient gaspillés. Le premier gisement était la péremption de ces médicaments. Mais voilà, c'est quand même intéressant d'avoir ces ordres de grandeur en tête, et ces ordres de grandeur sont très nombreux. On pourrait aller du côté de l'imagerie aussi, mais on peut aller aussi au côté des prescriptions de médicaments, puisque par exemple en France, il y a 90% des visites chez le médecin généraliste où on sort avec une prescription de médicaments. Ce chiffre, il tombe à 70% pour les Allemands et à 45% pour les Pays-Bas, pour des espérances de vie et des niveaux de santé qui sont relativement équivalents. Et donc, il y a potentiellement aussi ces enjeux-là qui sont à voir, mais ce n'est pas aux chiffres de répondre à cette question, c'est plutôt aux professionnels de santé.
je trouve ce graphique intéressant. Aussi, en termes de juste soin et de mésusage de l'imagerie, dans certains cas, bien entendu, ce graphique ne veut pas dire arrêtons un type d'imagerie par rapport à un autre, mais c'est intéressant de constater qu'entre le fait de réaliser un IRM et une échographie ou un scanner, on peut avoir des facteurs 6 et 20 en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ce que traduit ce graphique, ce n'est pas, encore une fois, d'arrêter toutes les IRM et on passe que à des échographies. C'est plutôt de se dire qu'en première intention, dans un parcours de soins, c'est ce qui est recommandé, bah, potentiellement, on peut aussi avoir ce co-bénéfice environnemental qui y est associé. Et puis, même si derrière, il faut faire un IRM, au pire, il y aura les recommandations du parcours de soins qui auront été suivies. Je n'ai pas forcément plus de parties, puisque c'est des travaux qu'on mène en ce moment sur la prévention et la promotion de la santé et le juste soin, et donc des conclusions qui sont disponibles à la fin de l'année. Un point qui est quand même important de rappeler, c'est que ce qu'on observe entre le climat et la santé, c'est une grande quantité de co-bénéfices. Il y a beaucoup de co-bénéfices entre de la prévention en lien avec le climat et la santé. Manger moins de viande, c'est moins de gaz à effet de serre au niveau de la production, mais c'est aussi moins de cancers colorectaux et donc un bénéfice sanitaire. Et il y a d'autres exemples que vous avez affichés ici à l'écran. Je vous remercie, je crois qu'il reste quelques minutes pour quelques questions, donc n'hésitez pas. Alors, est-ce que des gens ont des questions et je leur passerai le micro? Bonjour, j'ai quelques questions. Pourquoi il n'y a pas de borne électrique pour les visiteurs dans le parking qui est récemment rénové? Je fasse toutes les questions ou une seule à la fois? Okay. Vous n'avez pas parlé d'adaptation au changement climatique, je suppose que ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà, je me pose la question de est-ce que le CHU a une politique, une trajectoire d'adaptation. Pareil pour la biodiversité, pour la ressource en eau. Vous n'avez pas parlé de clim, de réseau de froid. C'est un sujet dans le sud. Et avant qu'il y ait le réseau de chaleur, comment était chauffé le CHU? Est-ce qu'il est toujours chauffé avec autre chose que le réseau de chaleur? Voilà. Je vais essayer de me rappeler de tout, mais vous pourrez me ressouffler les questions si besoin. Ah ouais. Alors, sur les différentes... Là, on a vraiment donné que quelques exemples. Sinon, en fait, je pense qu'on pouvait vous garder avec Mathis 3 à 5 heures et on aurait parlé sans aucun problème. On a, sur les questions de la biodiversité, sur les questions de l'eau, ça fait partie de nos différentes actions. Je n'ai pas souligné, mais on est une équipe entre les conseillers en transition écologique et énergétique au sein du CHU et la direction des travaux. Et il faut savoir qu'on a un réglementaire qui existe aussi au niveau des établissements de santé que l'on applique et vers lequel en fait on se questionne pour voir ce que l'on peut faire mieux et comment on peut le faire, tout en sachant que tout ça rentre à un moment donné, je vous ai dit, il y a un frein qui concerne l'investissement. Il faut que les retours sur investissement de l'ensemble des démarches que l'on peut avoir sont parfois très, très longs. Et donc, ce sont des équilibres qu'il faut qu'on trouve avec tout le reste, puisque si vous travaillez dans l'établissement, vous savez qu'on a un gros schéma directeur qui va consommer une grosse partie de nos investissements. Et donc, tout ça est une question d'équilibre, effectivement. Mais sur les autres sujets que l'on n'a pas abordés, ça se trouve dans le plan d'action. On a un site, sur l'intranet, il y a le site développement durable, on fait passer quelques messages, mais surtout, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. On est relativement disponible avec Morgane pour répondre à vos différentes questions. La première, c'était quoi? Ah oui, les bandes de recharge. Ben, il y en a. En fait, là aussi, c'est du réglementaire. Vous m'auriez posé la question sur le reste de nos parkings. Je vous aurais dit là, c'est très complexe à cause du réseau électrique qui, en fait, est prioritairement orienté pour les soins. Et donc, on a des difficultés parce qu'on ne saurait pas mesurer la consommation et le besoin. Donc, en fait, ça nécessiterait de très, très lourds travaux sol pour pouvoir arriver à répondre.
Par contre, sur ce que l'on construit, là, on rentre dans les clous réglementaires au niveau du parking. J'ai oublié des choses. Comment était chauffé l'hôpital? Ah oui, au gaz. Au gaz. Et en fait, ce que j'expliquais tout à l'heure, mais je l'ai dit peut-être un peu rapidement, on sera sur un modèle mixte, toujours pour assurer en fait la continuité. Et parce que le mix énergétique, c'est ce qui nous permet en fait de prendre en compte la partie prix consommation. Donc, le réseau de chaleur urbain, il est double sourcé avec la biomasse et le gaz. Et on va développer, on a commencé une étude que l'on travaille avec la direction des travaux et les conseillers en transition sur la géothermie. Le chauffage, le site 2 qui se a déjà raccordé un réseau de chaleur urbain, donc 70% biomasse, 30% gaz. Et sur le site 1 de la Péronie ADV, ça sera l'année. Oui, alors c'est ce que j'expliquais effectivement. On a des contraintes et tous les soignants et les patients qui aujourd'hui sont dans nos bâtiments le subissent. L'objectif, c'est qu'on arrive en fait à travailler la récupération pour voir et pour minimiser nos impacts, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on produit du froid, on éjecte du chaud. Et donc, dans quelle mesure on peut récupérer ce chaud pour chauffer l'eau chaude, etc. Donc ça fait partie des axes de réflexion qu'on a sur toutes les réhabilitations et les constructions neuves. Isolation thermique par l'extérieur, ouais. C'est limiter les consommations. C'est un axe sur lequel on travaille effectivement, et là aussi on a des contraintes par rapport à la configuration de nos bâtiments. L'architecture ne nous permet pas de tout faire. Typiquement, l'isolation thermique par l'extérieur, on ne pourra pas l'avoir sur le bâtiment de Saint-Éloi, parce que c'est un de nos plus anciens bâtiments et il est classé, on ne pourra rien y faire. Sur le bâtiment d'ADV, la partie des fenêtres est tellement importante qu'en fait, on ne peut pas mettre d'ITE. Par contre, il va y avoir un projet, et on est en train de faire le marché public pour le bâtiment de la Péronie. Donc, on aura moins de consommation, ce sera plus équilibré. C'est toute notre cible et c'est tout ce qu'on suit mensuellement. Également des systèmes de pilotage plus automatisés finalement, en fait, du chauffage et de la climatisation, de piloter les températures. Oui, alors mais ça pour le coup, on l'a depuis très longtemps. Le CHU est plutôt assez performant sur ce suivi en proximité au niveau de la structure. Question ici. Bonjour, moi j'ai une question plus générale. Est-ce que là, toutes les démarches qui sont lancées, c'est un calendrier gouvernemental, ministériel qui impulse ça ou c'est des initiatives locales? Les deux. On a des décrets qui s'imposent à nous, notamment le décret tertiaire avec des orientations sur la décarbonation entre 2030 et 2050. Mais en local, notre politique d'établissement, avec notre projet d'établissement, on s'est ciblé à 2027 à une baisse de 17% de nos émissions de gaz à effet de serre. Si on appliquait strictement le décret, on devrait être à 19. Le calcul a été fait au travers de l'ensemble des éléments qui viennent de vous être présentés. Et le 19 était une cible qu'on n'aurait pas réussi à atteindre. Donc, on a voulu avoir une cible accessible et juste que l'on se fixe et on suit avec les différentes actions qu'on vient de vous présenter. Donc, c'est les deux. Et d'un point de vue économique, le fait de faire tous ces efforts, est-ce que ça augmente le coût du soin? Et est-ce qu'il y a une volonté de nos dirigeants, justement, par rapport à ce qu'on entend sans arrêt, l'augmentation du coût du soin dans notre pays? En fait, l'exercice est subtil et on essaye de faire
de respecter les investissements pour gagner dans nos baisses d'émissions de gaz à effet de serre, mais également avoir ce que dans notre jargon on va appeler un retour sur investissement dans un délai raisonnable. Quand on va faire une dépense, on travaille beaucoup sur la recherche de subventions. On va faire tout un dossier de diagnostic préalable pour identifier ce que l'on va pouvoir avoir comme non-dépense, comme non-consommation, qui permettra en fait dans le temps d'avoir l'équilibre de l'investissement qu'on va injecter. Mais tout ça doit se faire dans un budget global qui prend en compte le fonctionnement normal de la structure. Et donc, ça suppose à certains moments de prioriser, parfois de décaler, mais dans tous les cas, de conserver la cible. C'est un juste équilibre annuel que l'on a avec l'ensemble des directions et qu'on intègre dans le suivi financier. Ça dépend des sujets aussi, parce que en fait, sur le sujet des bâtiments et de l'énergie, sur le sujet des bâtiments et de l'énergie, c'est des sujets qui vont nécessiter plus d'investissement. Mais après, il y a d'autres sujets sur l'éco-conception des soins qui vont être plus de l'ordre des changements de pratiques, finalement. Donc ça dépend beaucoup des sujets. D'autres questions, n'hésitez pas. Et après là-haut. Une question sur les médicaments, puisqu'on a vu que tant sur le CHU qu'au national, c'est quand même... Peut-être à Mathis, qu'est-ce qui est fait nationalement pour réduire le... J'avais cru qu'il y avait eu un test dans une région de France sur la vente localement. Est-ce que vous, les prescriptions, essayez de gérer entre guillemets, la surprescription? Je ne sais pas s'il y a un mot comme ça dans le CHU. Alors sur les médicaments, donc effectivement il y a des textes dans des régions qui sont faits sur la dispensation à l'unité ou adaptée, on va dire. Là-dessus, on a fait aussi nous une micro-étude sur l'empreinte carbone de cette dispensation à l'unité, puisqu'un argument qui nous était souvent rétorqué était de dire en fait la dispensation à l'unité, les suremballages qui sont nécessaires, le fait de faire des notices individualisées ou délivrer à chaque patient un emballage peut venir augmenter les émissions plus qu'elles ne les baissent réellement. Donc on a fait une étude de cas portant sur les antibiotiques, sur les bases de données de l'INSERM, pour voir ce qu'ils avaient vu en termes de surprescription et de potentielle baisse de volume qui pourrait être lié à la dispensation à l'unité. Et en gros, ce qu'on a mis en évidence, c'est que même dans le pire scénario où en fait on donne à chaque patient une notice, un emballage en tube jetable, utilisé une seule fois, etc., on était gagnant de 10% en gros de baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Donc déjà sur ce sujet, c'est intéressant d'avoir le point de départ et ce contre-argument qui est souvent opposé, ce qui revient d'ailleurs à appuyer sur la part des emballages finalement dans les émissions totales par rapport à la part des productions. Et ensuite au niveau national, ce qui est fait, déjà il y a pas mal de choses qui sont faites pour mettre la pression ou engager la discussion auprès des industriels sur ces thématiques-là, parce qu'en fait il y a quand même une nécessité de les embarquer pour qu'ils décarbonent eux-mêmes leur production. Et le point de départ, encore une fois, c'est d'être capable de chiffrer. Il y a notamment une méthodologie qui a été proposée par l'État pour évaluer les émissions de gaz à effet de serre de chaque médicament sur la base d'une méthodologie commune, opposable et transparente. Et l'avantage de ça, c'est que derrière, si on veut pouvoir comparer deux médicaments à un bénéfice thérapeutique équivalent et une tolérance équivalente, si on sait que l'un est moins carboné que l'autre, on peut potentiellement faire de l'éco-prescription derrière, ce qui peut être nécessaire. Donc ça, c'est pour la partie industrie. Il y a pas mal d'autres choses qui sont faites, mais c'est ce point-là sur lequel je peux discuter. Et le second point, sur le juste soin et la prévention, c'est un sujet qui est de plus en plus abordé. Je ne sais pas si derrière, il est fait de manière opérationnelle. Je pense que le contexte budgétaire me donne envie de s'intéresser à la prévention, au contrôle des coûts par cet enjeu-là. Mais par exemple, si on regarde le rapport chargé-produit de l'assurance maladie qu'il sort annuellement, celui de cette année, il y avait une large partie qui était dédiée au juste soin et au gisement en fonction de différents endroits qui étaient possibles. Donc voilà, c'est ce que je peux dire sur ce qui est fait au niveau national. Sur l'éco-prescription aussi, dire que c'est un sujet qui est assez récent parce qu'on manquait aussi pas mal de données jusqu'à présent. En fait, pour calculer nos émissions de gaz à effet de serre, on se base sur des facteurs d'émissions dans la bibliothèque
carbone de l'ADEME. Jusqu'à présent, sur le médicament, il y avait un facteur d'émission pour 1 000 € de médicaments achetés, tant d'émissions de gaz à effet de serre. Donc aussi, il y a un gros travail à faire pour avoir des facteurs d'émission plus précis, pour nous permettre d'identifier des alternatives à moindre impact carbone. Ça, c'est des travaux récents qui sont menés, donc il y a des travaux ministériels. Il y a des cabinets de conseil spécialisés dans les analyses de cycle de vie du médicament maintenant qui développent de plus en plus de données sur ce sujet. Et donc, en fait, les recommandations d'éco-prescription, elles sont assez récentes. Elles ont 2 ans, ça commence à peine à apparaître côté des OMEDIT. Et voilà, c'est un sujet qui fait son chemin progressivement et qu'on souhaite intégrer effectivement, nous, au niveau du CHU. Voilà, on souhaite vraiment pouvoir appuyer sur ce sujet de l'éco-prescription, c'est-à-dire quelles sont les molécules sur lesquelles on va pouvoir travailler, quelles sont les alternatives, les galéniques à plus faible empreinte carbone, puisqu'il y a de plus en plus de littérature sur ce sujet. Voilà, c'est un sujet. Oui. J'avais une question concernant les mails. On n'imprime plus, mais on a 3000 mails par jour. Donc, il faut des serveurs pour gérer tous les mails. Donc, la deuxième question, c'est l'IA, l'intégration. C'est-à-dire qu'il y a alors elle est nécessaire et indispensable évidemment dans les hommes d'aujourd'hui et de demain, dans notre quotidien, mais est-ce que ça pollue aussi? C'est moi qui vais répondre. Alors, est-ce que l'IA pollue? Oui, toute activité humaine pollue. Alors, l'IA en elle-même, aujourd'hui, en effet, a un facteur de besoin d'énergie énorme pour être utilisé et parfois pour répondre des réponses évidentes. Donc, ce qu'on a vu, il y a eu un rapport du Shift Project sur l'utilisation de l'IA. Si les investissements ne sont pas faits pour produire de l'énergie décarbonée, la consommation d'énergie de l'IA va entraîner des conflits d'utilisation de l'énergie. Donc, l'IA, oui, au niveau production, au niveau dans les entreprises, au niveau professionnel, oui, au niveau loisir, il faut mieux éviter d'utiliser l'IA. Je pense que l'IA, il y a David Morquin qui est dans la salle qui va pouvoir peut-être nous répondre sur l'utilisation de l'IA au CHU, malgré qu'on va organiser une conférence sur justement tout ce qui est numérique et notamment il y aura l'IA sur ce sujet-là. Je vais tenter de répondre à cette question, sachant que du coup, la question déjà de l'IA en santé, jusqu'à présent, nous, on ne se l'est pas posé, mais en ce moment, on essaie de travailler sur une note sur le sujet. Et aussi un point qu'il faut avoir en tête, c'est que par exemple, les chiffres que je vous présentais datent de 2020. Et donc, c'est normal de ne pas voir apparaître de manière significative un poste lié à la consommation de l'énergie pour l'IA ou que sais-je. Et pareil pour le numérique est intégré en fait indirectement à travers les quantités d'électricité consommées, à travers les immobilisations, etc. Donc il n'y a pas le poste numérique qui apparaît spécifiquement. Mais en fait, vous mettez le doigt justement sur un élément essentiel, c'est il faut questionner l'usage sur l'IA. Je vais être un tout petit peu moins nuancé. L'IA est une catastrophe d'un point de vue consommation énergétique. Et c'est des choses qu'on ne voit pas aujourd'hui, parce qu'encore une fois, l'usage qu'on en fait aujourd'hui est encore très mineur par rapport aux usages qu'on promet pour l'avenir. Et aujourd'hui, on a déjà des zones dans lesquelles sont installés des data centers qui sont asséchés et d'un point de vue conflit d'usage,
Il y a des conflits d'usage sur l'eau, par exemple, pour refroidir la donnée. Et au niveau européen, j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais je crois que les projections d'ici 2035, c'est de l'ordre de 10 à 20% de l'électricité qui est produite qui serait nécessaire à cette IA-là. Et un point qu'il faut avoir en tête sur l'IA, c'est qu'il n'y a quasi aucun, voire aucun travail de prospection, de prospective qui a été fait sur l'évolution de la consommation énergétique en Europe et quel mix énergétique pour y répondre, qui intégrait l'explosion de cette consommation par l'IA. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a vraiment cette notion de conflit d'usage qui va arriver, en fait, si on a 1 kWh, on l'utilise pourquoi? D'où la nécessité de poser cette question de l'usage. Et cette question de l'usage, elle doit être posée ainsi, plus largement à toutes les échelles, à tous les secteurs, et elle doit aussi être mise un peu dans son ensemble, et on doit faire un peu des tests de contrôle. Je donne un exemple. Par exemple, il y a l'idée de la téléconsultation, qui a beaucoup émergé aussi, parce qu'une téléconsultation, c'est un déplacement en moins. Et si on compare les consommations énergétiques pour le numérique versus la téléconsultation, versus une consultation à domicile, on est largement bénéfique à la téléconsultation, parce que le transport représente une trop large part des émissions. Sauf que ce qu'on constate aussi, c'est que pour des consultations en téléconsultation, la part des médicaments prescrits est supérieure à une visite en cabinet. Et on a une augmentation légère aussi des consultations totales, c'est-à-dire qu'il y a un effet rebond, c'est-à-dire qu'on se permet d'en faire plus, ou en fait ça donne lieu à une rencontre en cabinet après. Et quand on sait que la part des médicaments, c'est la plus grosse part des émissions du système de santé, il y a ce contrôle qui est nécessaire. Et c'est un peu la même chose pour l'IA, c'est-à-dire qu'il faut aussi, il y a un usage qui peut nous paraître bénéfique, mais il faut aussi se regarder s'il n'y a pas un retour de bâton qui est à prévoir. Ce retour de bâton, il peut prendre plein de formes. Il peut prendre par exemple la forme de perte de compétences. Si on utilise trop l'IA, potentiellement il y a des compétences sanitaires qui se perdent ou autres. Et c'est des enjeux qu'il faut intégrer, dont je n'ai pas les réponses, mais qu'il faut à minima questionner. Et il faut aussi questionner par exemple l'impact sanitaire de l'IA sur la santé mentale. Il y a un article récemment du Monde qui portait sur l'IA dans la psychiatrie, qui était assez intéressant sur cette thématique et justement qui essaye de poser dans le débat public ces enjeux-là. Donc là, je vous ai donné un peu une méta-conclusion. Après, comment on fait au niveau d'un CHU? Non, mais ce que je voulais juste dire pour répondre à Christine, c'est qu'en fait, c'est bien pris en compte dans nos émissions parce que c'est pris en compte dans notre consommation électrique. Et pour la première fois dans notre dernier bilan carbone, on a essayé de l'isoler pour voir la part que ça représentait dans nos consommations d'énergie. En fait, donc, sur nos émissions globales, on a à peu près 10% liées à l'énergie. Et dans cette énergie, à peu près 10% liées à la consommation informatique. Donc, pour l'instant, ça reste modéré. Mais la question, c'est vraiment la multiplication des usages à venir. David, c'est-à-dire qu'en fait, on va y réfléchir. L'objectif, c'est qu'en fait, on ait une charte de bon usage et de fonctionnement et qu'on s'appuie sur l'intelligence collective pour user de ce dont on a besoin sans en abuser. Mais ça vaut à peu près pour l'ensemble de ce que l'on vient de se dire ce soir. Quand on parlait de juste prescription, de juste soin, de juste, c'est apporter et répondre à notre cœur de métier qui est de prendre en soin, et c'est de faire mieux en étant modéré, quoi. Je pense qu'il faudra vraiment s'appuyer sur le collectif et l'intelligence collective. Il y avait juste, vous mentionnez le stockage des données. J'avais vu un papier sur la radiothérapie et qui parlait justement des stockages des imageries, etc., qui étaient utilisés et d'autres données. Et en fait, même si légalement, il y avait une autorisation de supprimer les données X années après le décès d'un patient ou après X années après avoir été réalisé, en fait, il n'y avait aucune politique d'effacement des données. Et donc, il y avait cet empilement de stockage qui a été réalisé, où, par exemple, concernant ce parcours de soins-là en particulier, il y avait un gisement assez important en termes de baisse d'émissions de gaz à effet de serre qui portait sur la gestion de ces données stockées. On va passer à un autre sujet, puisqu'on fera une rencontre spécifique sur le numérique dont il y aura l'IA, et vous serez tous conviés à venir écouter Mathis ou un de ses collègues spécialistes. Il y avait une question, hein, madame. Merci. Merci pour votre témoignage et vos explications.
La question, en fait, elle porte sur les déchets, et notamment les déchets des activités de soins. Est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, ce que vous avez mis en place et accessoirement ce que deviennent ces déchets et quelles sont aujourd'hui les solutions possibles? Je vous invite à donner le micro à la personne qui se trouve juste derrière vous, c'est-à-dire Adrien Bastide, qui va vous donner la réponse. Pour faire rapide, parce que beaucoup parlé aussi, donc, simplement dire que depuis à peu près 3 ans, le CHU applique des nouvelles règles pour l'activité de soins, recentrant le tri des déchets de soins à risque infectieux sur des nouvelles modalités de classement de ce risque infectieux, qui ont été précisées d'ailleurs dans un guide du ministère qui est paru. Ça a permis de diminuer la production de DASRI, donc qui sont 3 fois plus émetteurs en termes d'émissions de CO2 que des déchets, on va dire, de soins dangereux, qui sont traités comme le sont les ordures ménagères à domicile. Et nous, aujourd'hui, que ce soit les déchets d'activité de soins à risque infectieux ou les déchets de soins dangereux, ils sont tous les deux incinérés. Et une toute petite différence, c'est que les dangereux, ils sont incinérés à Lunel et les DASRI, ils sont incinérés à Nîmes. Donc, en fait, chaque tonne fait 25 km de moins quand elle part dans les déchets non dangereux. Je ne peux pas passer trop de temps, mais juste dire qu'on a beaucoup réduit, on a vraiment recentré sur les risques réels que maintenant, l'idée, c'est aussi de s'attaquer à tout le reste. Une dernière question. Allez, une dernière, et après, on passe au moment convivial. Désolée pour la dernière question. Il me semblait avoir vu que vous participiez à une plateforme de réemploi. Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus? Allez, Brock. Oui, on a développé une plateforme de réemploi pour le matériel mobilier, les consommables, fournitures bureautiques. Et l'idée, c'est que quand il y a un matériel qui n'est pas utilisé dans un service, parce que les pratiques ont changé ou parce que finalement, ce n'est pas les bonnes quantités, les bons conditionnements qui ont été livrés dans le service, l'idée, c'est de pouvoir le réutiliser dans un autre service à l'hôpital. Comme on est 12 000 à l'hôpital répartis sur 400 000 m², ce n'est pas toujours facile de savoir ce qui se cache dans chaque service. Et du coup, cette plateforme, elle permet de donner pas mal de visibilité au matériel disponible et vraiment d'accélérer, de fluidifier le réemploi. On a lancé la plateforme il y a 1 an et demi et il y a à peu près 260 000 € d'achats neufs évités grâce aux échanges sur la plateforme. Je crois que c'est autour de 25 tonnes de déchets évités. Vous aviez des questions plus précises? Non, je voulais juste savoir si c'était sur les différents sites ou si... Ah oui, c'est sur l'ensemble du CHU. D'accord, c'est en interne sur le CHU, mais sur tous les sites. Il y a deux sujets par rapport à ça qui soulèvent votre question. La première, c'est est-ce qu'on a intérêt à travailler aussi au niveau du groupement hospitalier de territoire ou au niveau de notre territoire, finalement. Donc, c'est un axe de réflexion qu'on va avoir là. Il fallait qu'on le teste, nous, en interne, qu'on rôde les mésusages ou les mauvais usages pour qu'on soit plus efficient. Et ça va démarrer cette année par rapport à l'extension. Parce qu'il faut que ça reste intéressant, toujours par rapport à cette notion de transport qui y est associée derrière. Et par ailleurs, il faut que vous sachiez qu'il y a un travail national. On a été interrogé avec Morgane sur ce sujet. Le ministère est en train de mener, on va dire, un audit de besoins, de diagnostic et de faisabilité pour éventuellement mettre en place une plateforme nationale d'échange qui prendrait en compte la problématique de la proximité, effectivement. Donc, ça serait une sorte de sectorisation. Ce ne serait pas le site gouvernemental sur les enchères, mais un modèle plus ajusté et par secteur pour voir cette déclinaison suivie au niveau national. Le travail est en cours. On n'a pas encore les résultats et on verra ce que ça va donner. On va conclure là-dessus. Juste quelques mots de remerciement. Je tiens à remercier déjà la direction du CHU de nous avoir accueillis,
l'association Les Shifters Languedoc-Roussillon pour la mise en place de cet événement au niveau communication. Spécifiquement, Morgane Mora, donc, qui s'est énormément investi sur cette organisation. La venue de Mathis, donc de Paris, quand même, venir nous présenter, malgré qu'il soit de la région. Je ne sais pas si c'est l'occasion, mais il était content de venir. Mais merci quand même, Mathis. Merci à tous. Dernière petite information, scannez le QR code affiché à l'écran de façon à pouvoir répondre au questionnaire sur cet événement. Qu'est-ce que c'est qui allait, qu'est-ce que c'est qui n'allait pas? Donnez vos idées, n'hésitez pas, on en tiendra compte. Merci beaucoup, je vous invite à aller prendre un verre.